par la détermination unanime et communément partagée de sortir notre peuple de la misère grâce à la modernité axée sur le social, c'est-à-dire l'amélioration du vécu quotidien du Congolais qui comprend, outre le pouvoir d'achat et le panier de la ménagère, la sécurité, la liberté d'expression et le confort dans l'existence quotidienne. J'ai accepté toutes les critiques avec patriotisme et humilité, quelle qu'en fût la véhémence de certains moments, car je considère qu'il s'agit là de l'expression sincère, la volonté partagée de réussir ces programmes pour votre crédibilité auprès des électeurs et de vos bases respectives. Même si mon gouvernement n'est pas encore responsable d'aucun fait démontré qui n'est pas encore entré en fonction, j'en assume cependant la responsabilité au nom du principe de la continuité des services de l'État. Permettez-moi de saluer la présence patriotique et la participation remarquée des élus de l'opposition au cours du débat, rendant ainsi toute sa légitimité à notre démocratie naissante et toute à l'action du gouvernement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président national, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, commentaires et critiques relatives au programme d'action du gouvernement pour la période 2012-2016 ont porté essentiellement sur 6 axes principaux, à savoir 1. L'axe politique et institutionnel. 2. L'axe du proprement dit. 3. L'axe économique. 4. L'axe social. 5. L'axe sécuritaire. Et enfin 6. L'axe judiciaire. Sur le chapitre politique, je me propose de rencontrer les préoccupations soulevées par les honorables en rapport avec la composition et la structure du gouvernement, l'efficience de l'État, la poursuite du processus et de décentralisation, la nécessité d'une synergie interinstitutionnelle, la question de la cohésion nationale, l'application de l'article 99 de la Constitution aux membres du gouvernement et la révision de certaines dispositions, la promotion des valeurs et la lutte contre les antivaleurs à travers la restauration de l'autorité de l'État. Dans la structure et la composition du gouvernement, loin de moi l'idée de balayer d'un revers de la main les obstacles à ces sujets. Il convient de relever que de manière classique, celles-ci sont contingentes et répondent à des impératifs ainsi qu'à des contraintes du moment. Cela a donc été pris en compte en l'occurrence, et la présence d'un ministre délégué au Premier ministre chargé des questions de finances ne résulte nullement d'une quelconque considération subjective, mais plutôt d'une responsabilité contextualisée dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Quoi qu'il en soit, comme le prescrit 91, alinéa 5 de la Constitution, le fonctionnement du gouvernement est fixé par voie d'ordonnance du président de la République. Des dispositions pertinentes sont d'ores et déjà envisagées pour une fonctionnalité appropriée du gouvernemental tel qu'est établi de commun accord avec les chefs de l'État à la suite des arrangements convenus avec la classe politique. Membre à part entière du gouvernement, le ministre délégué jouit de mêmes droits. Il est à devoir et endosse dans sa sphère d'intervention la même responsabilité que ses collègues d'autres portefeuilles.
tous les honorables députés qui ont émis des préoccupations sur cette question, en les rassurant d'une part de ce que la Constitution et les lois de la République n'ont pas été violées, comme l'on dirait se rappeler quelques-uns d'entre vous à travers les dispositions de 90 alinéa 1er de la Constitution et d'autre part de la prise en compte dans la mise en œuvre des modalités pratiques de fonctionnement des conseils qui m'ont été judiciairement promulgués. Quant à l'efficience de l'État, il est vrai que nous privilégions la conception moderne qui fait de celui-ci beaucoup plus un pourvoyeur de services publics de qualité. Et pour cela, une absolue nécessité d'assurer un fonctionnement optimal des institutions à travers l'allocation des moyens appropriés, bien entendu au fur et à mesure qu'augmenteront les ressources publiques. À cet égard, il n'y a sans doute pas de place qui tienne pour le pessimisme. Notre volonté à tous devra se traduire par l'exercice, chacun de ses responsabilités, en prenant le courage de procéder à des ajustements requis par la nécessité d'atteindre les standards internationaux en la matière. Le gouvernement ne doute pas de l'appui des honorables députés ici présents. Ce n'est pas en doutant de nous-mêmes, des uns des autres, et vice-versa que nous y parviendrons. Notre détermination est affichée et nous devons atteindre cet objectif. La croissance économique à laquelle nous aspirons tous pour notre peuple est de l'émergence de notre pays. Les questions relatives à l'amélioration de la gouvernance dans tous les domaines et la mise en œuvre des réformes sont essentielles pour bien faire tourner la machine qu'est l'État et dans sa complexité. C'est ici qu'il me paraît opportun de parler du processus de décentralisation et de réaffirmer notre foi en elle. Dès lors, il s'agit d'une option prise par l'ensemble de notre peuple, telle que cristallisée dans la Constitution, qui du reste était adoptée par voie référendaire. Un des honorables députés a dit, à juste titre, qu'un pays aux dimensions d'un sous-continent comme la RDC ne sait atteindre l'efficacité et l'efficience dans son fonctionnement général sans les rapprochements des administrés avec l'administration au niveau décisionnel. Cela n'est possible, entre autres, que par une décentralisation véritable et effective. Dans le programme, les objectifs stratégiques de la décentralisation ont été rappelés et les priorités du quinquennat ont été indiquées. Au regard de sa complexité, il est d'une grande importance que les outils qui constituent les impératifs d'une mise en œuvre responsable du processus en vue de sa consolidation soient apprêtés. Le gouvernement s'est engagé à y travailler résolument et sans atermoiement. Par ailleurs, il convient de rappeler que bien des mécanismes nécessaires pour la poursuite de ce processus relèvent du domaine de la loi et aussi de votre auguste Assemblée. Le gouvernement s'emploiera à finaliser d'autres projets de loi qui seront donc transmis dans le meilleur délai à votre auguste Assemblée. Nous ne doutons pas un seul instant que votre auguste Assemblée mettra la diligence nécessaire pour le vote de ce projet de loi. La problématique de la cohésion et de l'unité nationale, telle que rappelée dans les interventions de quelques honorables députés, est une question de grande importance. Et certains d'entre eux ont même suggéré la création d'un ministère spécifique ou d'une autre structure qui serait chargée à raviver la flamme de la patrie. S'il est évident que la question est éminemment d'ordre politique, sa solution comprend également une dimension économique que j'ai rappelée dans ma présentation. Je reste convaincu
que les efforts de redistribution équilibrée de richesses envisagés dans le cadre de ce programme aideront à tasser progressivement les velléités fustigées dans ce domaine. Dans tous les cas, les exigences de la nouvelle citoyenneté congolaise à diffuser et qui ont été prises en compte au niveau de la structure du gouvernement sont envisagées notamment dans le sens du renforcement des valeurs du patriotisme et du civisme dans tous les domaines de la vie nationale. Il n'y a pas de sous-entendu dans ces concepts, contrairement à la crainte exprimée par l'un des honorables députés. Il s'agit de la citoyenneté congolaise, mais redynamisée à travers la culture des valeurs morales et intellectuelles cardinales sans lesquelles les risques d'une perdition irréversible de notre société ne feraient que s'accroître. À cet égard, je considère que les dispositions de l'article 99 de la Constitution sont un mécanisme de promotion des valeurs d'intégrité et de probité. Ces dispositions incitent à l'exemple au niveau notamment des membres du gouvernement. Il y a donc lieu de rassurer les honorables députés qui ont exprimé un certain scepticisme à ce sujet, que ces dispositions seront appliquées vigoureusement. Et chacun des membres du gouvernement, ainsi que nous-mêmes, nous nous y emploierons dans le délai prescrit par notre Constitution, notre loi fondamentale. De plus, les membres du gouvernement seront comptables de leurs actes, notamment au plan judiciaire, suivant le mécanisme constitutionnel légaux en la matière, qui, au besoin, avec l'implication totale de votre auguste Assemblée, pourront être renforcés. En ce qui concerne l'axe du programme économique proprement dit, les préoccupations des honorables députés s'articulent fondamentalement sur le chiffrage, les chronogrammes, les suivis, évaluations et les sources de financement des dits programmes. Le programme économique, comme vous avez eu l'occasion de le signaler, était très ambitieux et des études approfondies sont en cours pour évaluer son coût global dans les grands détails. En quelques semaines, votre gouvernement sera encore de retour dans cette salle pour présenter le budget 2012. Et à cette occasion, vous aurez le privilège de trouver l'évaluation chiffrée de premières actions figurant dans le programme, et cela dans les très courts termes. Honorables députés, s'agissant de la préoccupation des suivis et évaluations, j'ai dans mon allocution de présentation du programme d'action précisé que des dispositifs sont prévus en vue de rendre chaque ministre du gouvernement comptable devant la nation. À cet effet, le feuille de route de chaque ministère, à travers lequel une matrice détaillée déclinant les objectifs à atteindre, les actions et mesures à prendre, les chronogrammes, les acteurs responsables de la mise en œuvre, ainsi que les indicateurs d'évaluation seront disponibles. Ces feuilles de route seront publiées afin de les porter à la connaissance du public et serviront d'outils de contrôle selon le niveau de rendement de chaque acteur concerné. En ce qui concerne l'axe économique, le gouvernement a pris bonne note des recommandations pertinentes concernant 1. Les secteurs porteurs de croissance. 2. Les concepts de la révolution de la modernité. 3. L'industrialisation. 4. Les zones économiques spéciales. 5. Le climat des affaires. Et enfin, les infrastructures. Le programme d'action du gouvernement table sur une hypothèse qu'il juge minimaliste d'un taux de croissance économique de 7% en moyenne et d'une inflation à moins de 2 chiffres par an. Cela est faisable, mais il faut un engagement fort sur le fait suivant. 1. Notre économie souffre d'une mobilisation fiscale des recettes et par conséquent, le potentiel estimé à environ 20 milliards de dollars selon plusieurs experts
nous permettrait de mobiliser plus de recettes qu'aujourd'hui. 2. Notre pays est une économie post-conflit et sa base productive a été fortement entamée. À l'image d'autres pays post-conflit, normalement, les taux de croissance de notre économie devraient être, si beaucoup de contraintes sont levées, telles que stigmatisées dans notre diagnostic, au moins de 10% par an. Un de nos pays voisins a même atteint 18% de taux de croissance en moyenne sur au moins 5 ans. Et pourquoi pas la République démocratique du Congo? Nous sommes engagés à lever ces contraintes et nous y parviendrons si vous nous accompagnez dans cette aventure exaltante. 3. En améliorant l'environnement des affaires, les investissements aussi bien privés que publics augmenteront significativement et le produit de la croissance ne pourra que se démultiplier au fil des années. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés élus légitimes du peuple, distingués invités, mesdames et messieurs, la pensée, la vision politique, l'action publique et les projets économiques, sociaux et culturels du président de la République, chef de l'État, se résument dans la révolution de la modernité. Elle est une volonté de reconfiguration de la RDC au plan social, au plan économique, au plan culturel et même au plan politique. Elle remet en cause la stagnation du pays et permet de le tourner vers la quête des innovations dans tous les domaines. Elle nous appelle donc à plus d'exigences de mœurs, à plus d'exigences de valeurs, vers un nouveau mode de vie qui conduira vers l'émergence de notre économie. La révolution de la modernité, dans l'esprit du chef de l'État, se fonde sur une démarche ayant un regard constamment tourné vers l'avenir des milliers de citoyens, qui, avec des choix novateurs, nous mènera vers la modernité tant souhaitée et tant attendue par nous tous, toute la population congolaise. L'essence de la modernité ici a une compréhension beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste. En effet, elle va au-delà de la modernisation des structures et des infrastructures. Quelques honorables députés ont fait remarquer que les provinces de Bandundu et du Maniema étaient oubliées dans le programme. Permettez-moi de vous dire qu'aucune province n'est oubliée dans la stratégie actuelle des zones économiques spéciales. Il importe de signaler que les zones économiques spéciales, comme stratégie de croissance, ne sont pas une nouveauté dans notre pays. En effet, la zone franche d'Inga était un exemple concret. Le problème central de cette stratégie de croissance consiste à assurer la diffusion géographique et sectorielle de la croissance engendrée au sein de ces zones. Bref, cette stratégie doit aller de pair avec un ruissellement des richesses jusqu'aux Congolais les plus démunis. Dans le cadre du projet de pôles et des corridors de croissance, dont les zones économiques spéciales constituent une des composantes, des mécanismes précis sont étudiés et seront mis en œuvre en vue de permettre le ruissellement de cette croissance dans un réseau d'interconnexion de toutes les provinces du pays. Le projet de pôles et corridors de croissance sur l'axe Matadi-Kinshasa-Kikwit est à un stade de préparation très avancé. Ce projet inclut la zone économique spéciale de Maluku. Le projet de transport multimodal prévoit la réhabilitation de la voie ferrée Lubumbashi jusqu'à Kindu, devant desservir notamment la province du Maniema à partir de la province du Katanga. Son achèvement est prévu dans 4 ans, sinon bien avant. Nous reconnaissons dans les diagnostics que nous avons posés au niveau du système judiciaire et des droits humains que malgré le démarrage de la réforme, le secteur continue de souffrir de plusieurs problèmes, à savoir un cadre légal obsolète, une couverture judiciaire incomplète et une inaccessibilité des services de justice pour la majorité de la population, des conditions de travail difficiles,
de faibles capacités de personnel administratif, judiciaire et pénitentiaire, une absence d'école, de formation du personnel judiciaire et enfin des dysfonctionnements dans l'administration de la justice. La corruption impacte sur la qualité de la distribution de la justice. Le gouvernement, votre gouvernement, s'est engagé à travailler avec le pouvoir judiciaire pour lutter contre la corruption, lutter contre l'impunité et la lenteur dans le prononcé des jugements afin de doter le pays d'une justice accessible à tous. L'objectif des interventions sera la modernisation du pouvoir judiciaire en vue d'accroître son indépendance et son efficacité au service de la lutte contre la corruption et la fraude et l'assainissement du climat des affaires. Au cours de cette législature, le gouvernement a retenu les mesures prioritaires présentées dans le programme d'action, à savoir 1. Œuvrer en partenariat avec le magistrat en vue de planifier l'amélioration de la sécurité financière. 2. Débloquer les appuis en faveur de l'école de formation et de recyclage du personnel judiciaire. 3. Mettre en œuvre les recommandations de l'audit institutionnel du cadre organique du ministère de la Justice en vue de l'opérationnalisation du nouveau cadre organique. 4. Restructurer la commission permanente de la réforme du droit appelé en vue de moderniser le cadre juridique national en donnant notamment priorité à la mise en œuvre du système OHADA. 5. Engager les concertations avec le Conseil supérieur de la magistrature en vue d'intégrer son plan d'action 2012 dans le budget de l'État. 6. Mettre en œuvre la feuille de route pour l'installation de nouvelles juridictions, à savoir la Cour de cassation, le Conseil de l'État et la Cour constitutionnelle. 7. Procéder à la réhabilitation et à l'équipement des infrastructures judiciaires ainsi que des établissements de détention. 8. Enfin, examiner la question des lieux de détention qui échapperaient au contrôle du parquet. S'agissant du volet social, les préoccupations des honorables députés ont porté sur le point ci-après: la création des emplois, la rémunération, la retraite, la réforme de l'administration publique, la santé et l'éducation et enfin la question du genre. La création d'un climat propice des affaires reste une stratégie centrale du gouvernement pour permettre au secteur privé d'être réellement porteur de la croissance, créatrice de richesses et d'emplois. Comme d'aucuns le savent, la RDC est de multiples potentialités qui, mieux exploitées, offrent des opportunités certaines pour la création des emplois. À cet effet, la politique de mon gouvernement consistera à mettre en place toutes les mesures incitatives nécessaires et à en assurer le suivi d'exécution pour promouvoir la création des entreprises, non seulement des investisseurs étrangers, mais aussi par des Congolais eux-mêmes, car le développement de ces pays procède principalement de l'implication des Congolais. La réforme de l'administration publique devrait déboucher sur la libération des postes et donc la création de nouveaux emplois pour les jeunes. À ce titre, je me fais l'insigne honneur d'informer votre auguste Assemblée de la mise en place depuis l'année 2010 par le gouvernement, au travers du ministère des Finances, d'un programme innovant de recrutement de jeunes universitaires formés au sein de l'administration pour qu'ils puissent travailler dans l'administration publique. En outre, la redynamisation des entreprises publiques offre des opportunités certaines de création d'emplois et notre engagement est de le remettre sur les rails au plus vite que possible. À ce jour, l'enveloppe des rémunérations au niveau du budget de l'État représente près de 50% de l'ensemble des recettes publiques. Des progrès ont été accomplis pour le paiement régulier de la rémunération dans le mois
à partir du 15 pour certains et à partir du 20 pour d'autres, pour pouvoir améliorer le niveau de rémunération qui est encore faible. Le gouvernement a confirmé la volonté de prêter une attention particulière à la politique globale des rémunérations. Le SMIC sera appuyé progressivement en fonction des ressources publiques effectivement mobilisées et de la capacité de création de caisses au niveau national. Les dialogues avec les partenaires sociaux devra être maintenu. Je suis d'accord avec la proposition des militaires et des policiers par voie bancaire. L'objectif du gouvernement la paye par voie bancaire a été initialisée. L'objectif du gouvernement est cette paye pour tous les fonctionnaires avant la fin de l'année 2012. Cette mesure vise la maîtrise des effectifs pour une mise à jour des listings de la paie des fonctionnaires de l'État. Le reliquat de la paie sera versé au fur et à mesure au compte général du Trésor et intégré dans l'enveloppe générale de la paie. La prise en charge des retraités, une question importante, sera améliorée et le régime contributif sera une réalité dans notre pays. Il importe de signaler à l'attention de votre auguste Assemblée que l'INS devra pleinement jouer son rôle dans cette politique. À ce titre, des discussions sont en cours avec la direction de cette institution en vue de sa modernisation au travers d'un plan de réforme qui sera mis en route dans le meilleur délai. Tout en étant un exercice douloureux, la réforme de l'administration publique est une nécessité absolue, une obligation, un remède incontournable pour l'avenir de notre pays. La question de sa réforme ne doit pas être analysée avec passion, mais avec sérénité et bravoure. D'autre part, pour permettre le départ de nos vaillants fonctionnaires qui ont servi l'État avec abnégation, dans des conditions souvent difficiles, n'est pas une mauvaise chose si cela est accompagné de mesures d'encadrement appropriées pour les aider à vivre décemment leur retraite. D'autre part, ce départ à la retraite favorise le processus de rajeunissement du personnel et donc de la redynamisation de l'administration publique pour permettre de jouer son rôle de socle du développement économique dans notre pays. Au cours de ce quinquennat, le gouvernement vise à améliorer l'état sanitaire de la population à travers le renforcement de l'accès aux soins de santé primaires et la lutte contre les maladies endémiques, notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose. Alors que notre population fait de plus en plus face à maladies telles l'insuffisance rénale, la cardiopathie infantile, nos hôpitaux manquent des équipements de base pour y faire face en dépit d'un personnel parfois très compétent. Ainsi, votre gouvernement se propose de doter quelques principaux centres en équipement de dialyse, blocs opératoires de chirurgie, de cardiologie pédiatrique. Les priorités du gouvernement porteront sur le développement des zones de la réhabilitation et ou la construction d'établissements sanitaires, ainsi que leur équipement, le renforcement des capacités des ressources et l'approvisionnement en médicaments essentiels. L'éducation. L'éducation qui constitue le puissant levier de la préparation de la jeunesse pour en faire la relève sera fondamentalement repensée. À cet égard, une attention particulière sera accordée à la révision des programmes scolaires et universitaires. L'enseignement devra progressivement retrouver sa place dans la société congolaise. De même,
les efforts déjà consentis en appui aux infrastructures scolaires et du matériel didactique seront poursuivis. La croissance économique étant distributive, les niveaux d'exécution budgétaire au titre des dépenses ne cessent pas de s'améliorer progressivement. S'agissant des femmes, la promotion de la femme doit être prise dans une approche réelle et non folklorique. Il faut une politique réfléchie pour permettre à la femme de consolider son rôle et d'occuper sa place dans la société congolaise. Le ministère du genre devra sortir des sentiers battus pour apporter des propositions concrètes et innovantes. Notre engagement dans ce domaine sera de valoriser l'éthique et l'éducation de nos filles. Il sera aussi question de redorer l'image de la femme, au lieu seulement de la voir confinée à un rôle qui limite son plein potentiel. La société dans son ensemble a tant besoin pour sortir de sa situation actuelle. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable l'Assemblée nationale, honorables députés, élus légitimes du peuple, distingués invités, mesdames et messieurs, plusieurs questions ont été posées et préoccupations soulevées par votre auguste Assemblée au sujet de la situation sécuritaire à l'Est du pays. Soyez-en rassurés que cette problématique constitue une priorité de votre gouvernement. Les souffrances, les déplacements forcés, les tueries dont nos populations sont victimes depuis trop longtemps nécessitent une attention particulière du gouvernement. Nous avons la lourde tâche de diriger. En effet, j'ai noté avec une grande inquiétude de la part des élus du quant à la capacité de mon gouvernement à faire face à la situation sécuritaire, particulièrement à l'est du pays. Toute reconstruction nationale que le peuple congolais a contribué à rendre réalisable sous le leadership du chef de l'État, un château de sable, si elle ne reposait pas sur une sécurité publique et la paix à nos frontières et sur l'étendue du territoire national. Et le gouvernement ne peut donc en rester indifférent. Malgré les caractères particulièrement délicats et les caractères de défense possibles en cette matière, je m'en vais vous donner quelques éléments d'appréciation sur notre stratégie pour mettre hors d'état de nuire la stabilisation qui continue d'endeuiller nos populations. Aucune rébellion ne peut prospérer si elle ne bénéficie de la si elle n'a pas une base de repli dans un territoire voisin. Mon gouvernement fera donc une opération qui engagera les militaires, les moyens diplomatiques, les moyens financiers et politiques mis à notre disposition. Sur le plan militaire, le gouvernement appuiera les initiatives du chef de l'État et en maintenant la coopération avec certains États cibles, tout comme avec la MONUSCO et les États-Unis présents dans le pays. Sur le plan diplomatique, nous œuvrerons pour une concertation avec nos partenaires, certains États voisins, pour éliminer tout malentendu susceptible d'occasionner une alliance objective avec les inciviques. Enfin, en politique, le ministre chargé de la nouvelle citoyenneté travaillera de concert avec ses collègues de l'Intérieur et de la Défense pour de nos populations par l'éducation aux valeurs républicaines du progrès. Honorable Président de l'Assemblée, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés élus légitimes du peuple, distingués invités, mesdames et messieurs. Pour terminer, je voudrais vous remercier pour la hauteur du débat, pour la teneur combien profonde de vos remarques, pour l'engagement patriotique dont il a été fait montre lors de la présentation du programme d'action du gouvernement. Nous avons compris, honorables députés,
à travers vos appréciables interventions, que le peuple congolais veut effectivement une révolution de la modernité. Nous avons compris, honorables députés, que le souverain humain, à travers vous, veut l'amélioration du social. Il veut que le vécu quotidien change. L'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures, la justice, la bonne gouvernance feront partie de nos priorités des priorités. Nous devons donc gouverner autrement, conformément à la vision du chef de l'État et conformément à la volonté profonde du peuple que vous représentez légitimement. Le gouvernement que j'ai l'historique et responsabilité de conduire se montrera très vigilant, avec évidemment l'accompagnement de votre auguste assemblée, en vue de contribuer à donner des réponses aux aspirations profondes de la population dont vous êtes l'émanation directe et vous en êtes porteur d'espoir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre aimable attention. Il y a une demande de motion préjudicielle. Vous aurez aussi la motion. C'est votre droit. Des prérogatives comme juste les autres collègues membres du gouvernement. Il faut dire que pratiquement cette réplique du Premier ministre a emballé toute la salle et tellement pertinente que les uns et les autres ont rencontré leurs préoccupations résolues et maintenant, dès qu'on va passer à l'essentiel, il y a des motions, des réactions, ça et là. La première en date, c'est l'honorable. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, nous vous remercions pour nous avoir accordé la parole et notre intervention est basée sur les dispositifs de l'article 69, alinéa 5 du règlement intérieur qui stipule, nous citons, la motion préjudicielle est celle qui est soulevée à l'occasion de l'examen d'une matière et dont la solution relève d'un organe extérieur à l'Assemblée nationale. Fin de citation. Ces jours, pendant l'examen du programme gouvernemental, nous proposons d'ajouter un objectif principal de plus que nous allons formuler dont la solution d'intégration au programme REDSEL au gouvernement. Nous suggérons au Premier ministre de considérer l'ajout du recensement de la population comme principal objectif numéro 7. Le dernier recensement de la population dans notre pays date de 1984, sauf erreur de notre part, ce qui fait 28 ans aujourd'hui. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, la complexité de la vie moderne dans le milieu urbain, les grands retards d'avancement et d'intégration dans les milieux semi-urbains et ruraux, les conditions précaires de la vie dans le milieu rural et les taux très élevés d'exode rural signifient qu'il y a un énorme besoin de planification de tous les secteurs de la vie sociale. La planification devra être basée sur la statistique,
les statistiques permettant ainsi la connaissance de nos besoins, les questions relatives au bien-être social, comme l'a souhaité le gouvernement dans ce programme. Il s'agit de l'habitat décent, les écoles, les hôpitaux et centres de santé, les routes, les moyens de transport, les grands besoins socio-économiques de notre pays, etc. Nous ne pouvons pas avoir une planification efficace, une utilisation rationnelle et efficiente des ressources limitées, une redistribution plus équitable de notre richesse et même les résultats attendus si nous n'avons pas les informations réelles de base sur notre population. Aujourd'hui, notre gouvernement travaille sur base d'estimation démographique de notre population qui varie entre 60 et 70 millions d'habitants. Dans la plupart des pays développés et en voie de développement, le recensement est effectué périodiquement chaque 10 ans. Nous sommes conscients de notre handicap de différents ordres dans plusieurs domaines pendant presque 3 décennies passées. Et surtout, maintenant, les besoins de grands financements nécessaires pour l'accomplissement de cette énorme tâche. Mais les bénéfices, honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, sont nombreux aussi. Le renouvellement des statistiques nationales contribuera à la connaissance de la fluctuation du taux de croissance de la population, les conditions réelles de l'habitat, la situation éducationnelle et sanitaire de notre peuple, qui nous permettra de planifier sur base de connaissances des causes. Ainsi, nous demandons, honorable Président, que le Premier ministre inscrive le recensement de la population parmi les principaux objectifs à réaliser pendant ce quinquennat. En inscrivant ces points aujourd'hui, nous préparons et nous posons les jalons qui détermineront demain notre politique nationale du développement et une base de développement durable. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, nous vous remercions. Merci. S'agissant d'une motion préjudicielle, le gouvernement étant responsable quant à ce, il y a point de débat. Honorable Okoundji, vous aviez sollicité une motion, honorable Okoundji, et dans un premier temps, ça sera la dernière motion. Congolais, et avec ces recensements, on doit savoir qui est congolais, qui ne l'est pas, étant donné que notre constitution est claire là-dessus. Vous avez la parole, honorable Okoundji. Je vous remercie, honorable Président. Honorable Président, au nom du groupe Situation incidentielle, merci. Au nom du groupe UDPS FAC, permettez-moi de féliciter ma collègue Janet Kabila pour avoir renforcé notre position. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et mes chers collègues, nous sommes ici pour investir le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre et tous les membres qui constituent le gouvernement. Mais vous venez vous-même de vous apercevoir que le Premier ministre demande un chèque en blanc. Vous savez tous, chers collègues, que l'une des missions qui fondent notre existence, c'est le contrôle parlementaire.
démission est bien consignée dans la Constitution et dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En effet, la composition du gouvernement, telle que présentée dans le discours programme du Premier ministre, attribue à chaque membre du gouvernement une responsabilité précise. Cela, bien entendu, pour donner une meilleure lisibilité au contrôle parlementaire. À titre d'illustration, aucun député ne peut se permettre, sous peine d'irrecevabilité, d'interroger le ministre de l'Intérieur pour des questions liées au ministère de l'Environnement. Aussi, voudrais-je attirer l'attention de l'auguste plénière sur le fait que la procédure du contrôle parlementaire n'est pas la même pour le Premier ministre, chef du gouvernement, que les autres membres du gouvernement. Hélas, il est clairement démontré que personne ne pourra me contredire. Il est clairement démontré et que personne ne pourra me contredire que le Premier ministre, chef du gouvernement, ici présent, exercera en fait en droit les fonctions de ministre des Finances et engage de ce fait le ministère des Finances. Ici, faudra-t-il souligner, honorable Président, qu'il y a un problème, autant demander au Président de la République qu'il prenne une nouvelle ordonnance nommant le Premier ministre chef du gouvernement et ministre des Finances. Ce constat m'amène, honorable Président, à savoir quelle procédure devrait s'appliquer en cas de l'interpellation du Premier ministre, non pas en cette qualité précitée, mais dans l'exercice de ses fonctions de ministre des Finances. Bien plus, quel est le nombre de signatures requis dans ce cas précis? Rappelez-vous, chers collègues, qu'il n'y a pas d'avenir sûr sans la lumière du passé, disait François Mitterrand, paix à son âme. Rappelez-vous, chers collègues, qu'une motion de défiance visant notre collègue ici présent, alors Premier ministre, pour ne pas le citer, Adolphe Mouzitou, était frappé d'irrecevabilité parce que le nombre de signataires était égal à celui d'un ministre. Je voudrais encore une fois vous rappeler qu'en réponse aux préoccupations des honorables députés nationaux, lors de